Moi, je suis dans un métier qui est dans un univers, dans un secteur d'activité qui est très masculin, très masculin, qui se féminise progressivement, qui s'est beaucoup féminisé dans les 13 ans que j'ai fait chez BNP Paribas, mais qui était un univers extrêmement masculin avec une façon de se comporter. Vraiment, on est sur une entreprise qui a été créée par des hommes dans un univers masculin, avec des valeurs masculines. Pour se débrouiller là-dedans, faut s'adapter. Rien ne s'adapte à nous, les femmes. Si j'avais eu conscience de cette différence, de ce fait que c'était des valeurs masculines, des lois de fonctionnement masculines, probablement que j'aurais géré les choses de manière différente. Je pense que j'ai beaucoup plus travaillé qu'un homme pour y arriver, parce que dans ma tête, il fallait être compétente à 150%, le 100% ne suffisait pas. C'est la question de la valeur qu'on se donne, quoi. Voilà, alors est-ce que c'est l'éducation, est-ce que c'est culturel? Je pense que c'est culturel. La femme, avant toute chose, elle a des enfants, elle doit penser à avoir une famille. Enfin, on se le met dans la tête, oui. Et au travail, du coup, on se cherche encore un peu. De par mon expérience, j'ai pu aborder en fait ce sujet-là avec des étudiantes, à la fois des lycéennes, mais également en études supérieures avec des étudiantes et des étudiants. Et c'est vrai que je suis très surprise en fait de la part de ces étudiantes d'avoir une forme d'autocensure, sans forcément toujours pouvoir mettre des mots. Vous allez demander à une classe quel salaire ou quel poste elles ont l'ambition d'avoir. Et donc c'est là en fait où elles s'autocensurent toutes seules parce qu'elles disent carrément « mais pourquoi on va m'accorder un poste de DRH alors que je vais avoir des enfants ?» On a ce souci et on souhaite effectivement que ce sujet soit pris en compte. Je pense que ça fait partie intégrante de notre mission. Nos jeunes femmes, lorsqu'elles vont être appelées à chercher un emploi, on ne leur pose pas la question finalement de se positionner par rapport au job auquel elles vont candidater, au niveau de salaire qu'elles vont pouvoir demander. Et bien souvent, on constate de grandes différences sur les traitements, les niveaux de responsabilité, les progressions de salaire et enfin la présence des femmes dans les plus hautes instances de gouvernance. Donc ce sont ces deux éléments qui nous ont amenés à nous dire finalement, tant que nous avons les étudiantes sous la main, pourquoi ne pas en profiter pour les sensibiliser et les préparer ? Et donc l'idéal, ça a été de concevoir ce que les Anglais ont créé il y a bien longtemps, l'Université de Cambridge, le mentoring, c'est-à-dire l'accompagnement de quelqu'un par quelqu'un de plus mature, de plus mûr. Et c'est ce système-là que nous avons retenu, en parallèle de ce qui se fait aussi dans l'école sur le sujet, c'est-à-dire des activités de recherche et des activités pédagogiques. Mais pour vraiment la notion de préparation des jeunes femmes, ça a été un système de mentoring. Aujourd'hui, on se trouve en fait face à une contradiction assez surprenante, à savoir que les femmes sont surreprésentées dans l'éducation. Aujourd'hui, en France et aux États-Unis, plus de 60% des étudiants sont des étudiantes. Et en fait, cette surreprésentation des femmes dans l'enseignement supérieur ne se retrouve pas en fait sur le marché du travail, surtout à des postes à responsabilité. On a 4% seulement des CEO qui sont des femmes aux États-Unis, et ce chiffre est encore plus bas en France. Les rencontres avec Valérie, ça m'a permis d'avoir un avis extérieur que je n'avais pas forcément. On parle des inégalités, du fait que les femmes, on n'avait peut-être pas assez confiance en nous et que sans s'en rendre compte, en fait, on se mettait des bâtons dans les roues alors qu'il ne fallait pas. Donc c'est bien d'avoir ces avis extérieurs. Moi, j'y suis sensible depuis très longtemps. Ce qui a été un peu l'élément déclencheur, c'est il y a quelques années. Ça a été très compliqué pour moi dans mon entreprise, avec mon patron. J'ai pas eu d'autre choix que de partir.
Et du coup, après, j'ai voulu me mobiliser un petit peu pour moi, mais aussi pour les plus jeunes. Ma fille a 22 ans. Donc voilà, je suis assez sensible aussi à ces jeunes femmes qui des fois arrivent dans l'entreprise avec un peu de naïveté parce qu'elles ont à l'école tout se passe bien, parce qu'elles sont entourées par leur famille et puis selon les structures, bien sûr, tout n'est pas noir, c'est pas ça, hein, mais ça peut être un peu violent. Je voulais voir si vraiment on le ressentait quand on était dans une entreprise, voilà, des petites réflexions, des petites choses qui faisaient qu'on ressentait que vraiment il y avait des écarts entre un homme et une femme et du coup je voulais avoir le retour et l'expérience de quelqu'un de plus expérimenté que moi sur le sujet, quoi. Je sais que quand j'en parle autour de moi, les gens trouvent ça très intéressant et d'ailleurs c'est mis en place ces mentorats dans beaucoup d'entreprises, donc ça me paraît cohérent que dès le plus jeune âge, puisque c'est là où on a besoin de se former à ce genre de sujet, de s'acculturer à ça, on soit lancé dans une forme de mentorat. Les gens qui me connaissent bien, ils savent que j'ai des convictions et on m'a souvent, même des proches, collé une étiquette de féministe. Je comprenais pas, parce qu'en plus de ça, on me le disait comme une insulte presque. Et je voulais comprendre, donc je me renseignais beaucoup en ce moment-là en particulier. Donc ça a plus tiqué pour moi, c'est vrai. Et j'ai vraiment saisi comme une opportunité. Je me suis dit, bah tiens, peut-être que je peux creuser en essayant de réfléchir sur moi-même. Le fait d'arriver avec de l'audace, avec des idées, avec de l'ambition, c'est des choses sur lesquelles tu dois absolument pas faire de concessions. Clairement. Maintenant, c'est très bien de te dire, cette boîte-là, elle ne correspond pas à ce que je cherche. Vous devez vous choisir mutuellement. Ouais. Moi, ce que j'ai prévu d'apporter à Anne, c'est tout cet éclairage sans créer de situation de crainte. C'est-à-dire qu'évidemment, je ne sais pas dans quel type de société elle va arriver, dans quelle organisation elle va atterrir. Je ne sais pas quelle vie elle veut mener, enfin quelle vie elle mènera en fait. Mais simplement, voilà, mettre des petits warnings sur quelques petites choses. Un jour viendra où elle sera confrontée à une situation et elle se dira « Ah, eh ben voilà, ça y est, c'est ça ». Et quand on anticipe ce genre de situation, qu'on a ces armes-là et qu'on y est confronté un jour en ayant dans son inconscient déjà la connaissance du fait que ça peut se produire, on est armé et quand on est armé, on réagit beaucoup mieux. Je me suis occupée d'un chantier du métro et là, clairement, parce que j'étais une femme, soi-disant que je ne pouvais pas m'intéresser et aller sur le chantier du métro. Des blagues sexistes, j'en ai eu aussi dans mon quotidien. Hein. J'ai pu entendre « Ah, vous y connaissez pour une femme ». Et si je peux accompagner justement une jeune fille, ça serait vraiment sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on ne répond pas? Si c'est votre supérieur hiérarchique, est-ce qu'on s'autorise à répondre ou pas? Déjà, elle a son expérience personnelle qui peut m'être bénéfique. Je pense qu'elle peut m'apporter des choses autant, voilà, comment elle a géré sa vie perso, sa vie pro, son évolution de carrière, comment elle a négocié, etc. Pour un nouveau poste, pour un nouveau salaire ou ce genre de choses. Enfin, de toute façon, son expérience, elle peut être que bénéfique pour moi, c'est sûr. C'est pas au travail que les choses vont changer, ça va être dans les relations hommes-femmes en dehors du travail qu'il va y avoir peut-être un peu plus de considération, un peu plus de bienveillance, un peu plus de respect. C'est pour ça que c'est important d'aller dans les écoles, sensibiliser les jeunes femmes, mais aussi les garçons, parce qu'ils seront managers demain. Et si on leur explique pas un peu qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles, si on met pas le focus de temps en temps là-dessus, peut-être que ça ne progressera pas. Les gars vont dire ouvertement qu'ils choisissent tel ou tel métier parce que ça paye bien une fille, tu vois. C'est pas une question d'égalité. Nous, on va avoir tendance à se dire on va passer beaucoup de temps au travail, autant qu'on essaie de faire quelque chose qu'on aime bien. Ouais. Ça veut dire du coup de ne pas avoir l'impression de travailler. Alors que l'homme va se dire il faut que je gagne du fric pour pouvoir avoir une femme, et une voiture, une maison de campagne et tout ce qu'il faut pour, tu vois.
Oui, mais encore une fois, c'est parce que c'est des modèles culturels dont on hérite. Mon patron, alors en plaisantant, parce que c'était pas méchant, me disait n'oubliez pas les talons et la jupe pour demain. Voilà, je trouve que. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un dire à un homme mets tes mocassins ou ton pantalon à pince. Enfin, c'est ridicule, quoi. Il faut garder la féminité. Donc on est habillés comme des femmes, on assume notre côté féminin et il faut l'assumer à fond. Mais on n'a pas le droit d'être des femmes, à 100%. C'est-à-dire que les codes de communication resteront malgré tout masculins. La réalité, c'est que les strates qui sont au-dessus de nous, et donc les postes que nous cherchons à atteindre, nous aujourd'hui, à entre 35 et 40 ans, sont aujourd'hui occupés par des gens qui continuent à avoir une vision avec un plafond de verre. Voilà. Donc qui continuent à considérer qu'on est quand même bien entre nous, quoi. J'avais déjà réfléchi avec Evelyne à tout ce qui était déjà ma valeur, on va dire, au niveau du salaire. J'ai déterminé mon salaire pas du tout en fonction du fait que je sois une femme, mais en fonction de ma formation. Et ensuite, c'est vrai que pendant les entretiens, notamment l'entretien de mon poste actuel, il a fallu que je montre un petit peu que j'étais une femme, mais que j'avais quand même du caractère, parce que travailler dans le monde de l'automobile, c'est quand même un milieu super masculin. Et du coup, il a fallu que je leur prouve un petit peu que j'avais du répondant et qu'il n'y avait pas de souci et que je saurais gérer. Je trouve que c'est une bonne initiative. Puis c'est toujours intéressant de rencontrer des gens du monde extérieur. Voilà, Valérie m'a permis de comprendre un peu le sujet, d'avoir des exemples et puis de se poser la question, de savoir qu'il y a vraiment une inégalité qui existe et aujourd'hui et de nous mettre un peu au courant de cette inégalité à laquelle on va être confronté demain. Ça ne fait que 5 mois, mais je me suis déjà posé plein de questions sur ma façon de m'exprimer, ma façon d'occuper l'espace, comment je devais gérer mes relations avec mes managers, quelle position j'ai en tant que consultante junior. C'est pour cette période-là en fait que le projet Equal ID m'a plus intéressée dans la mesure où j'avais plus tendance à essayer de mettre en perspective, à essayer de réfléchir sur mon positionnement. Aujourd'hui, après 2 ans d'existence, donc de promotion entre guillemets qui ont été concernées, on a 116 étudiantes impliquées et 88 personnes qui participent au mentoring. C'est un succès, on ne sait pas prédire ce qui va se passer dans la suite, mais on attend avec impatience les résultats sur le moyen terme. Voir si vraiment, quand elles auront fait 2 ou 3 années d'expérience professionnelle, ces jeunes femmes pourront dire « bah oui, ce que j'ai vécu à TBS à ce moment-là, ça m'a vraiment aidé, j'ai gagné du temps, j'ai imaginé des parcours que j'aurais pas fait, j'ai eu de l'ambition et j'ai mieux su négocier mes conditions salariales parce que j'ai pas eu peur ou je me suis pas réfréné moi-même ».